annuaire similaire sur l'Asie, un autre sur l'Afrique, donc ça a changé de nom, maintenant c'est collection Mondes émergents. Ce qui est intéressant pour ceux qui s'intéressent à l'Amérique latine, et a priori tous ceux qui sont ici présents, c'est que les chiffres de vente pour la documentation française sont plus importants pour l'Amérique latine qu'ils ne le sont pour l'Asie ou l'Afrique Moyen-Orient. Alors, deux choses rapidement pour ceux qui ne connaissent pas cet annuaire. On essaye chaque année avec une petite équipe de l'IHEL et le responsable de la collection à la documentation française d'établir les points qu'il serait important, intéressant de traiter l'année suivante. Petit goût de ce qu'on a essayé de faire avec Alfredo Alarcón, qui était mon co-auteur, en l'occurrence, qui finissait son mémoire de Polytechnique à l'IHEL. Voilà. Donc on a essayé ensemble d'explorer, désolé, c'est beaucoup plus terre à terre et dénué de sens de l'évasion. Mais on a essayé d'explorer à travers quelques analyses macroéconomiques les conditions de la victoire d'Ollanta Humala au Pérou. Quand Ollanta a été élu, on a eu un Evo Morales qui disait « L'Amérique du Sud s'est habillée en rouge, nous l'avons vu avec le triomphe d'Ollanta ». Donc voilà, Evo en rêvait, Ollanta ne l'a pas fait puisque dès son investiture, Humala affirmait qu'il s'attacherait à préserver la stabilité économique tout en disons, promettant de faire disparaître le mot d'exclusion du pays, mais réellement une attention à s'ancrer dans la croissance péruvienne avant, peut-être pour pouvoir faire ce qu'il souhaitait faire sur la pauvreté et l'exclusion au Pérou. Bon, donc notre article, il vise à comprendre comment, après une décennie de croissance au Pérou, depuis 2000, ininterrompue, marquée par des politiques économiques néolibérales des gouvernements Toledo et Garcia, pourquoi le Pérou choisit la rupture en élisant Ollanta Humala en juin 2011. Alors en fait, vous verrez, je vous donne juste un petit avant-goût, mais l'article montre d'abord que de fait le Pérou a réellement décollé économiquement, qu'à partir de 2004 il se démarque très nettement en croissance du reste de l'Amérique latine et décolle avec des taux allant jusqu'à 10% de croissance. Que malgré tout, il reste un pays relativement pauvre en Amérique latine, un PIB par tête moyen d'à peine 3/5 de la moyenne latino-américaine. Donc ça reste un pays à la traîne, mais avec un fort potentiel. Troisième destination mondiale d'investissement de la prospection minière, par exemple, et avec des équilibres macroéconomiques qui se sont excessivement améliorés. Quand il arrive, Toledo a une dette publique de plus de 50% du PIB et un déficit public de plus de 3%. Et au moment où la crise financière internationale éclate, la dette a presque fondu de moitié au Pérou et le déficit s'est transformé en épargne à hauteur de 3% du PIB. Donc vous voyez, on en rêverait en France, une situation macroéconomique vraiment très favorable qui a permis une véritable réduction de la pauvreté. Et ça, c'est important de le rappeler. La croissance a été effectivement pro-pauvre. Qu'on prenne des mesures de la pauvreté monétaire du type Banque mondiale, alors là on passe de 28% à 15% de la population pauvre, ou des mesures de seuil de pauvreté nationaux un petit peu plus complexes. Dans tous les cas, la pauvreté a véritablement réduit et la croissance a été favorable aux pauvres. La question est, est-ce qu'elle a été plus favorable aux pauvres qu'aux riches? Et là, c'est là où toute
la complexité émerge, c'est que non, depuis 2005, la croissance profite plus aux riches qu'aux pauvres. Donc, on a là la véritable question qui se pose, c'est celle des inégalités au Pérou, qui, malgré cette croissance qui permet la réduction de la pauvreté, on a des indicateurs d'inégalité qui stagnent. Voilà, tous les indicateurs d'inégalité qu'on a pu regarder stagnent, et avec des inégalités ville-campagne, des inégalités ethniques qui sont extrêmement élevées. On a encore un salaire moyen d'un indigène qui équivaut à peine à la moitié de celui d'un non-indigène au Pérou. Un dernier point peut-être qu'on a essayé de mettre en avant, c'est que la mobilité sociale également est en berne au Pérou, que tous les indicateurs de mobilité sociale qui vont regarder en fait si la différence des niveaux d'éducation entre parents et enfants et de leur niveau économique, ces indicateurs-là, de la même manière, stagnent, voire régressent au Pérou. Alors, de notre point de vue, c'est là la condition d'émergence politique d'Ollanta Humala, et d'autant plus que l'État n'a pas joué son rôle de stabilisateur social, au sens où la dépense sociale au Pérou, sur toute cette période de boom économique, reste extrêmement faible, 8% du PIB péruvien dédié à la dépense sociale contre 15% du PIB en moyenne en Amérique latine, donc très très en deçà, à peu près la moitié, et un système de redistribution via l'impôt inefficient, fortement concentré sur les impôts indirects et non sur les impôts directs. Et donc là, il y a également un véritable enjeu qu'Humala a commencé à traiter, mais sur lequel il est très attendu. Voilà, donc on a, si vous voulez, tout ça est développé dans notre article, mais je pense que ce que ça permet de comprendre, j'espère, c'est pourquoi aujourd'hui encore, au Pérou, en 2011, toujours 7% de croissance en 2011, des investissements miniers qui augmentent de 77% par an, donc des conditions macroéconomiques extrêmement favorables. Pourquoi, dans ce contexte-là, on a encore des conflits sociaux locaux pour plus de moitié liés aux mines, donc justement à cette question de... certes, vous nous enrichissez, mais qu'est-ce qu'on en retire, hein? En fait, c'est tout l'enjeu aujourd'hui pour le gouvernement Humala Humala dit préserver l'or et l'eau, en référence à ce fameux conflit Conga d'une grande mine dont les paysans estimaient à Cajamarca que ça mettait en péril leurs ressources en eau. Bon, l'enjeu pour Humala aujourd'hui, c'est de faire en sorte que cette stratégie soit gagnant-gagnant, notamment entre le secteur minier et les petits agriculteurs les plus défavorisés de ces zones. Voilà, donc j'espère que notre article peut donner des éclairages sur ces conditions très favorables, mais qui restent à stabiliser sur le plan social. C'est le titre de notre article, entre croissance et crise sociale. Voilà. Merci Cécile.